Ok, c'est bon, c'est parti. Vous pouvez y aller. Bonjour, je suis Bénédicte Buchet, chercheuse au laboratoire LASTIG de l'IGN. Je vais vous parler aujourd'hui de climatique en milieu urbain, en lien avec un projet de recherche auquel nous participons qui s'appelle URCLIM. Alors, la nécessité des modèles climatiques urbains est liée à la notion de changement climatique. Comme vous le savez probablement, le changement climatique, c'est un phénomène qui survient au niveau planétaire. C'est une évolution dans le bilan radiatif de la planète Terre. Et les experts internationaux ont identifié 4 scénarios possibles de changement climatique à l'horizon 2100. La question qui se pose donc, c'est, pour une ville donnée, quel va être l'impact de chaque scénario et aussi quelle stratégie d'adaptation peut-on adopter pour limiter cet impact. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, les villes ne se ressemblent pas et qu'il ne suffit pas de distinguer la ville de la zone rurale. Il faut également étudier chaque ville séparément parce que les villes créent des conditions de microclimat urbain qui leur sont propres et qui diffèrent potentiellement d'une ville à une autre. C'est donc l'objet du projet européen URCLIM. C'est un projet qui est porté par Météo France. Le consortium est constitué essentiellement d'instituts météorologiques de différents pays européens et également de 2 géomaticiens, le laboratoire LABSTIC du CNRS et l'IGN avec son laboratoire LASTIG. Le chef de projet est Valérie Masson et le rôle de l'IGN a été, c'est ce dont je vais vous parler, l'apport sur l'expertise sur les données géographiques et également la visualisation. Donc, un petit élément de contexte, on voit qu'un enjeu clé de la modélisation du climat urbain, ce sera de passer de scénarios de bilan radiatif qui sont à l'échelle de la planète à des simulations de l'évolution du climat qui seront à des échelles plus fines. Et ça, c'est quelque chose que les météorologues font depuis quelques années. Ils mettent au point ce qu'on appelle des modèles de canopée pour passer de modèles climatiques globaux à des modèles climatiques régionaux et locaux. Donc, le modèle de canopée, en fait, il reproduit ce qui se passe lorsque l'atmosphère rencontre finalement la surface de la Terre, en quelque sorte. Donc là, par exemple, la résolution n'est pas très bonne, mais c'était pour vous montrer la suite de modèles le modèle de canopée utilisé par Météo France et par d'autres instituts météorologues internationaux qui permettent de passer de scénarios très globaux à des scénarios régionaux à 12 km ou 2,5 km. Et ensuite, à l'échelle de la ville, donc c'est 1,3 km ou une maille de 500 mètres. On voit déjà que ces modèles de simulation vont bien jusqu'à la ville, mais qu'ils ne sont pas encore assez fins pour distinguer des comportements de villes différentes. Donc ces modèles de canopée fonctionnent avec des données qui décrivent la surface de la Terre, d'abord en distinguant océan et continent, ensuite en distinguant sur le continent la présence de forêts, la présence de végétation, et puis enfin la présence de villes, d'urbains denses ou d'urbains moins denses. Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la mise au point de ces modèles de canopée nécessite que la communauté des météorologues, la communauté internationale, puisse comparer leurs modèles entre eux. Et donc, notamment, ils ont besoin d'avoir des modèles qui décrivent la surface de la Terre comparables. Lorsqu'il s'agit de distinguer
océans, de continents ou présence de forêt, enfin, présence de relief, on arrive à construire des modèles comparables à partir de données satellites. On devine que dès lors qu'il va falloir avoir des modèles qui décrivent la ville et le tissu urbain, ce sera plus compliqué d'avoir des modèles comparables sur toute la surface du globe. Actuellement, ce que font les météorologues, ils ont commencé à travailler sur des standards d'occupation du sol, appelés les Local Climate Zones. Donc là, le standard le très répandu, c'est une proposition de Stewart and Hawke qui distingue justement plusieurs classes. Il y a 10 classes pour décrire le milieu urbain et 7 pour décrire le milieu rural. Et ce qu'on va essayer de faire dans le projet URCLIM, c'est d'affiner encore cette description du climat urbain pour aller à l'échelle pour aller à la maille de 100 mètres, qui est la maille du bloc urbain, qui est la maille pertinente pour le décideur urbain. Et donc, il va falloir aussi alimenter ces modèles de canopée avec des modèles d'occupation du sol à également une échelle encore plus fine que 100 mètres. 100 mètres carrés, pardon. Et dans le projet URCLIM également, on va travailler sur des modèles de canopée qui ne vont pas couvrir toutes les villes du monde entier, mais on s'attache à quelques phénomènes climatiques rencontrés dans des grandes villes européennes. Donc les îlots de chaleur urbains, la formation de verglas qui a des forts impacts économiques dans de nombreuses villes, et en France aussi d'ailleurs, les épisodes de pluie intense et les phénomènes de pollution. L'idée va être de travailler sur des modèles de canopée qui seront reproductibles au moins entre 2 villes du projet. Là, les météorologues du projet URCLIM vont s'appuyer sur des modèles de canopée très fins qu'ils ont déjà commencé à mettre au point avant le projet. Donc là, il y a les modèles de Météo France, notamment de Valérie Masson, qui simulent les échanges d'énergie entre les bâtiments et l'atmosphère urbaine. Et il y a les modèles des Finlandais sur les phénomènes de formation de verglas. Une première question, ça va être donc d'identifier les données d'occupation du sol nécessaires à alimenter ces modèles de canopée urbains très fins. Et on s'aperçoit qu'il y a besoin donc de données sur la morphologie urbaine, mais également de données d'archéologie, parce qu'on sait que les matériaux, les modes de construction vont jouer un rôle sur les phénomènes d'albédo et d'échange d'énergie. Il va y avoir besoin aussi de données socio-économiques, parce que finalement, l'activité humaine, le chauffage urbain, va avoir un impact sur le microclimat urbain. Et on a besoin aussi d'une meilleure description de la végétation qui joue un rôle très fort et qui aujourd'hui n'est pas encore assez disponible. Donc un premier résultat du projet URCLIM, c'est justement de faire tout un état des lieux des données nécessaires et des sources disponibles. Et puis il y a eu un résultat important qui a été mis au point dans le laboratoire CNRS Labstig. Donc c'est une équipe Vanthese qui a mis au point une chaîne open source pour dériver des données d'occupation du sol, une partie des données nécessaires à ces modèles. C'est la chaîne GeoClimate, qui peut fonctionner avec soit les données de la BD Topo, soit les données OpenStreetMap. Donc les données ne seront pas, les résultats ne seront pas les mêmes, mais on aura déjà des premières données d'occupation du sol qu'on peut mettre en entrée d'un modèle de canopée. Le premier focus maintenant, ça va être on a travaillé sur un premier problème qui est de savoir découvrir et utiliser les données open data pour alimenter les modèles de canopée urbains ou pour alimenter soit directement les modèles de canopée urbains, soit la chaîne GeoClimate que je viens de mentionner. Donc finalement, ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de catalogues, beaucoup de portails, mais qui sont encore un petit peu en silo. Les silos vont être liés à des technologies différentes, à des territoires différents, à des programmes de financement différents. Et donc, finalement, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas tous les portails existants de savoir où est-ce qu'il va pouvoir chercher. Et lorsqu'il est allé chercher un peu, fouiller dans tous ces portails, de savoir finalement comparer les pour et contre de différentes solutions.
En fait, on se retrouve dans un problème de recherche d'information. C'est un peu le problème qu'on a dans une librairie. On ne sait pas exactement quel livre on veut. On doit essayer de décrire notre besoin sans savoir à l'avance quelle sera la solution. C'est aussi un besoin où on est dans un contexte technologique très évolutif. On sait par exemple qu'il y a des données de télédétection de plus en plus fines, qu'il y a des avancées des outils d'apprentissage. Finalement, on a besoin d'être conseillé par des experts, un petit peu comme lorsqu'on est à la FNAC. Et autre élément, les personnes maintenant veulent trouver des solutions en ligne, en s'adressant à un moteur de recherche. Donc finalement, c'est ça un peu le problème de la recherche de données pertinentes. On devrait réussir à mettre en place un Google des données de recherche, un Google des données, qui est l'expertise un peu d'un vendeur FNAC. Alors, quelque chose qu'on a fait dans le cadre du projet Urclim, on a essayé d'expérimenter justement, c'est très exploratoire, hein, mais on s'est dit, essayons de faire un infolab, ça va être un service en ligne, un portail en ligne, qui va permettre de connecter les experts des usages, donc les météorologues qui mettent au point les modèles de canopée et qui savent bien finalement quelle information ils vont avoir besoin, de quelle information ils vont avoir besoin, pardon, et les experts des données, les experts qui connaissent très bien les données OpenStreetMap, qui connaissent très bien les données topographiques d'autorités en France, en Finlande ou ailleurs, les experts en télédétection, etc. Donc c'était un peu la vision que nous avions. On s'est dit, on va essayer d'expérimenter un peu le TripAdvisor de la donnée géographique pour les services climatiques urbains. Donc on a expérimenté un peu différentes tâches d'édition collaborative via un wiki. Donc, l'expression du bénéfice attendu, faire une requête, l'édition de pointeurs vers des ressources d'intérêt et l'édition aussi, comme sur TripAdvisor, de partage de retour d'expérience. J'ai réussi à faire ça avec tel outil, donc j'ai pris des données LIDAR et telle routine PostGIS pour faire un modèle 3D, par exemple, etc. Bon, les résultats, dans le cadre, c'était quelque chose d'assez limité dans le cadre du projet, c'était une petite expérimentation. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de difficultés à motiver les participants sollicités. Il faut, dans ces outils, un peu, c'est comme dans les TripAdvisor, il faut que chacun y trouve son compte. Donc, il faut bien connaître en fait les profils et les attentes des participants. On a aussi identifié des métadonnées qui étaient très utiles. On sait que des standards existent pour ces métadonnées, mais en fait, on a quand même encore du mal à les obtenir sur le web. Ce sont tout ce qui est spécification de contenu d'un jeu donné, lorsqu'on a un jeu, avoir ces spécifications de contenu. Et pour un produit, connaître bien sa couverture spatiale et sa couverture temporelle. On a aussi identifié le besoin de plus facilement faire des liens entre les différentes nomenclatures. Donc les nomenclatures des météorologues, comme les Local Climate Zones par exemple, et des nomenclatures d'occupation du sol qui existent. Comme vous le savez probablement, il y en a une énorme variété. Il y a beaucoup de produits d'occupation du sol différents. On s'est aperçu aussi qu'il y avait besoin de pouvoir faire des liens entre des jeux similaires d'un pays à l'autre. C'est-à-dire quand quelqu'un décrit quelque chose qu'il a réussi à faire sur Helsinki, lorsqu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut le reproduire sur Bucarest, on aimerait bien pouvoir avoir un traducteur qui dit les données du Man Mindelos, c'est l'IGN finlandais. Est-ce qu'il y a des données similaires sur Bucarest? Donc finalement, les suites en cours, on s'est dit plutôt que de faire un TripAdvisor, on va faire un knowledge graph parce que ce sera plus facile de motiver les communautés sur une construction collaborative d'un tel outil. Donc actuellement, on travaille à faire un graphe de connaissances. Donc le graphe de connaissances, c'est aussi l'outil qui est derrière les moteurs de recherche, derrière les intelligences artificielles, les chatbots sur le web. Donc ça nous a semblé le mieux adapté. Et on fait un graphe de connaissances qui décrit non pas la réalité, mais qui va décrire les données disponibles. Une autre suite en cours, c'est qu'on est en train d'organiser un atelier qui aura lieu en mai 2017 et peut-être en présentiel à Paris ou peut-être en virtuel. En tous les cas, ce sera mixte.
ce sera à minima mixte, c'est-à-dire que la possibilité de participer en ligne sera ouverte, sur l'usage de données multisources pour le calcul d'indicateurs urbains, avec un souci de comparabilité dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, ce qu'on veut avec cet atelier, c'est essayer d'identifier une communauté de spécialistes de la donnée et de spécialistes du climat, sachant qu'aujourd'hui, cette communauté, elle existe, mais avec des données très locales ou très régionales. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est travailler sur le passage à l'échelle et la comparabilité, donc être capable de comparer des indicateurs urbains qui seraient définis sur Bruxelles ou sur des villes en dehors du projet, ça pourrait être Barcelone ou d'autres villes européennes, et d'être capable de comparer sur des villes entre elles, d'où l'intérêt de l'échelon national. Alors maintenant, je vais faire un deuxième focus. Il y a 3 focus dans cette conférence. Le deuxième focus porte sur le potentiel de nouvelles sources. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de données, notamment de données d'images sur les villes, et avec différents points de vue. Donc, Arnaud Lebris a regardé comment améliorer la description, la géométrie 3D des modèles de ville, notamment à l'aide de... Là, on a utilisé une librairie open source qui s'appelle Micmac. Pardon, j'ai oublié de mettre le lien vers ce logiciel. Donc, l'idée, ça a été de travailler sur des paramétrages de ce logiciel pour améliorer les modèles 3D utiles aux modèles de canopée urbains, donc la description fine des bâtiments et de la végétation. On est aussi également en train de regarder l'apport des données LIDAR, et je vous invite à regarder la présentation sur le programme national LIDAR haute densité de ce même salon. Il va sûrement apporter des nouvelles possibilités pour faire des modèles de canopée urbains plus fiables, ayant une meilleure géométrie. Il faut également améliorer la modélisation de certains objets, les bâtiments, lorsque on n'a pas forcément une bonne emprise au sol, c'est-à-dire dans de nombreuses villes, on va avoir des données 2D qui seront utiles pour avoir l'emprise au sol des bâtiments, mais on ne les a pas toujours. Donc, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas ces données 2D. Un autre travail sur le potentiel des nouvelles sources, ça a été de regarder l'apport des données satellites, des données satellites ou aériennes, pour améliorer la description de la végétation. Aujourd'hui, en ville, on va avoir les arbres isolés, mais on a les arbres de l'espace public, mais il y a beaucoup de végétation en ville qu'on n'arrive pas à obtenir dans les bases de données existantes. Donc l'idée a été de dire, est-ce qu'on peut faire des outils de classification automatique? Et on a eu de très bons résultats dans le cadre de ce projet. On a également investigué le potentiel des nouvelles sources pour travailler sur les matériaux. Donc, par exemple, la détection de tuiles, la détection de goudron, par exemple, la détection des toits métalliques. Et on s'est aperçu qu'en fait, on a besoin de données d'apprentissage. On a investigué la mise en place d'un espace collaboratif pour saisir des données d'apprentissage. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'on a besoin de données très à jour. Et du coup, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les données satellites pour améliorer la fraîcheur des données entre 2 prises de vue aériennes successives. C'est ce qui a été fait ici en utilisant des algorithmes d'apprentissage profond. Et les données satellites permettent d'améliorer la fraîcheur des données de végétation, du routier, de l'eau et des bâtiments. Un dernier focus de ma conférence, c'est l'apport des services climatiques urbains fondés sur la visualisation. Alors, lorsqu'on parle de services climatiques urbains, il y a l'idée de produire des modèles climatiques. Donc, c'est le travail des météorologues, des scientifiques qui produisent des modèles climatiques, mais il faut aussi que l'opérationnel, le décideur urbain, puisse avoir accès à une information sur le changement climatique
qui soit à l'état de l'art, qui soit fiable, scientifiquement robuste et qui soit pertinente dans son contexte. Ce qu'on a fait dans l'URCLIM, c'est qu'on a investigué l'apport de la visualisation pour transférer justement les modèles climatiques urbains qui avaient été mis au point par les chercheurs météorologues vers des porteurs d'enjeux, donc notamment ce qu'on en ce moment discute avec une agence d'urbanisme. Donc une première étape, là c'est des travaux de chercheurs du LASTIG, de l'équipe Géovis. Une première étape finalement c'est de transformer la donnée météorologique. Les sorties des modèles de canopée sont des modèles météorologiques au format NetCDF. Ce sont des données 4D très complexes. Donc l'idée ça a été de transformer cette donnée météorologique en plusieurs objets SIG qui pourront être stylisés et de mettre au point des styles qui vont permettre de les co-visualiser dans un environnement urbain. Donc là, il y a certains essais de visualisation, donc soit par nuage de points. On a aussi essayé de colorer les données urbaines, donc les bâtiments. On s'est aperçu qu'en fait, ça pouvait conduire à des différentes interprétations entre la température de l'air et la température du bâtiment. Donc ça, ce sont des travaux qui se font pour mettre au point ces styles les plus efficaces et on les fait évaluer par les chercheurs météorologues eux-mêmes. L'idée aussi, c'est pas seulement de faire de la recherche sur les nouveaux styles, mais c'est aussi de développer des briques de visualisation 3D qui seront réutilisables en dehors du projet et pas forcément par des chercheurs en visualisation, mais par vous, par exemple, et qui seront maintenables et évolutives. Donc, ça, c'est un travail en cours dans les équipes de développement de l'IGN. Un premier travail consiste à reprendre le travail de traitement des données météorologiques pour en faire des données SIG. On va documenter cette procédure dans QGIS et vérifier qu'elle peut être prise en main par des personnes qui n'ont pas mis au point cette procédure. Et on va aussi implémenter dans iTowns, qui est le client 3D du géoportail. Donc là, j'ai mis des visuels, les 3 visuels à gauche, c'est des visuels classiques qui montrent les capacités de visualisation d'iTowns. Et le visuel à droite, c'est un premier essai de chargement dans iTowns de données météorologiques. Donc, ce n'est pas encore le dernier style. Il faut qu'en ce moment, on est en train de charger dedans le dernier style de visualisation le plus efficace. L'idée, c'est de pouvoir co-visualiser avec les principaux flux de données géographiques qu'on trouvera sur, notamment par exemple, le géoportail. Et bien sûr, ce qu'on veut, c'est organiser la prise en main de ces briques en dehors de l'équipe de développement. C'est-à-dire que de pouvoir utiliser ces briques dans divers services climatiques urbains. Donc, nous allons proposer des tutoriels et des webinaires pour accompagner la prise en main de ces briques. Et nous allons aussi créer des stories, c'est-à-dire des vidéos qui montrent l'apport de ces visuels dans la prise de décision pour un porteur d'enjeux urbain, comme notamment une agence d'urbanisme. Voilà, donc je suis arrivée à la conclusion de cette présentation. Finalement, on s'aperçoit que mettre au point des services climatiques urbains, c'est un domaine qui demande une recherche pluridisciplinaire et aussi l'implication de porteurs d'enjeux opérationnels pour focaliser cette recherche. Un des enjeux, c'est d'améliorer l'accès aux données urbaines haute résolution, notamment dans un contexte réglementaire où les données vont devenir de plus en plus open data en Europe. Et une piste qu'on explore, c'est de connecter les portails existants entre eux pour avoir moins de silos entre les portails de données et aussi entre les expérimentations existantes. Et ça, aujourd'hui, la piste la plus prometteuse pour nous, c'est les graphes de connaissances. Une autre conclusion, c'est l'enjeu de démocratiser le 3D, que ce soit la production des données 3D, l'accès aux données 3D et l'accès à la restitution visuelle du 3D. On pense qu'il faut aussi avoir des meilleures données de végétation.
qu'il faut une synergie entre les données géographiques, météorologiques et statistiques pour pouvoir faire des scénarios possibles pour le futur qui soient un peu plus fins que les scénarios disponibles aujourd'hui, qui sont à des mailles encore un peu grossières. Et enfin, la restitution visuelle, c'est un outil clé. Et quand on parle de restitution visuelle, là, je vous ai montré de restitution pour lire, mais il faut aussi de restitution pour voir. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Bénédicte, c'est très clair. Hop, je rebondis très rapidement effectivement sur une question. Vous avez évoqué le côté je veux dire, pluridisciplinaire de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement les personnes qui composent ou les profils de compétences nécessaires pour mener à bien justement ces recherches et ces études? Alors, en fait, dans les instituts météorologues qui composaient le consortium, il y avait beaucoup de... Ils avaient souvent un expert géomaticien dans l'institut. Mais finalement, l'équipe qui a le plus avancé sur l'identification finalement de modèles de canopée urbain avancés, c'est Météo France, parce qu'en fait, eux, ils ont un partenariat de longue date avec un labo de recherche en géomatique, le LabStic. Donc, ce n'est pas le labo de l'hygiène, hein, c'est le labo CNRS. C'est un labo CNRS qui est à Vannes, enfin qui est en Bretagne plutôt. Et ils ont une équipe à Vannes qui travaille depuis très longtemps avec Valérie Masson. Et le fruit de ce travail, c'est c'est aujourd'hui la chaîne Géoclimate. Donc, en fait, il y a vraiment besoin de beaucoup de compétences en météorologie, de compétences en géomatique et de collaboration qui s'inscrivent dans la durée. Et pour moi, c'était un des apports de ce projet. C'est qu'en fait, on voit que la collaboration qui a été tissée entre Météo France et ce laboratoire est très fructueuse. Pour l'hygiène, dans ce projet, nous, c'était un peu... c'est pas notre cœur de métier, les services climatiques. Et on s'est dit, il faut qu'on comprenne où sont les enjeux. Donc nous, dans ce projet, l'idée, c'est de commencer à justement tisser de telles collaborations. On s'aperçoit aussi que dès lors qu'on parle de géomatique, il y a une énorme diversité de technologies. Et souvent, une équipe se spécialisera dans une technologie donnée. Et il y a besoin d'équipes qui connaissent très bien, par exemple, les produits OpenStreetMap. Il y a besoin d'équipes qui connaissent très bien les référentiels Inspire qui évoluent énormément. Il y a besoin d'équipes qui connaissent très bien les données Copernicus et puis les traitements de deep learning. Vous voyez, donc il y a rarement une équipe qui connaîtra tout. Il faut plutôt être capable de bien faire dialoguer ces équipes entre elles. Et finalement, nous, on s'aperçoit que pour bien dialoguer, il faut partager des données ou partager des données, en fait, travailler un peu sur les mêmes données ou travailler sur les mêmes modèles climatiques. Après, dans les services climatiques plus larges, donc pas ce qui a été fait dans Urclim, mais un peu plus loin, il y a aussi des besoins de chercheurs en sociologie qui travaillent sur l'acceptation de la réglementation, par exemple, par les citoyens, qui travaillent sur la prise de conscience des citoyens. Donc, en fait, c'est un champ très vaste. Parfait, merci encore une fois Bénédicte. On arrive au bout, 10h15, je regarde, est-ce que je n'ai pas d'autres questions là pour l'instant. Je vais te laisser le mot de la fin, la conclusion, l'intérêt aussi de participer à ce genre d'événement qui est le salon de la data peut-être, pour l'hygiène, et puis pour toi à titre perso. Merci, ouais. Je coupe, c'est bon pour toi? Oui, pardon. Okay. Encore merci. Merci Bénédicte. Très bonne journée. Au revoir.